Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, c'est la rentrée pour l'Hebdo Politique 75e numéro, une émission spéciale réalisée lors de l'Université d'été de la Défense à Strasbourg. Ce soir, je reçois Alain Gournac, sénateur Les Républicains des Yvelines. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Alain Gournac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 13 septembre 1943, vous venez donc de fêter vos 72 ans. Hier. Vous êtes sénateur depuis 1995, vous avez été conseiller général des Yvelines de 1992 à 2004, mais surtout vous avez été maire du PEC de 1991 à 2013. Vous avez démissionné pour vous consacrer à votre mandat de sénateur et à votre vie de famille. Démissionner, la décision a-t-elle été difficile à prendre à l'époque? Est-ce que vous la regrettez aujourd'hui? Alors je ne la regrette pas au moment où vous me posez la question. Ça a été très difficile parce que vous en parlez. Vous dites oui, je vais laisser ma mairie. J'avais une formidable première adjointe qui était prête à prendre la suite. Mais le jour où vous quittez votre bureau, vous vous en souvenez. J'adore cette ville. J'ai servi cette ville avec tout ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, non, ça y est, maintenant. Et en plus, Laurence Bernard, Madame le maire du PEC, est très très bonne. Donc tout va bien pour moi. Je suis un homme heureux. Selon mes informations, vous collectionnez les ouvrages qui concernent le général de Gaulle. Est-ce que c'est un personnage que vous admirez et dont vous vous inspirez, vous vous êtes inspiré tout au long de votre parcours politique? Je vous réponds immédiatement tous les jours. On ne peut pas être gaulliste et être menteur. On ne peut pas être gaulliste et faire du mal. On ne peut pas être gaulliste et pas aimer la totalité de sa population quand on est maire. On ne peut pas être gaulliste et faire n'importe quoi au Sénat. Et on ne peut pas être gaulliste et mal servir la République et mal servir son pays. Vous êtes colonel dans la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale et au Sénat, vous êtes membre de la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées, ce qui explique d'ailleurs votre présence ici à l'Université d'été de la Défense. Avec vous, nous parlerons des élections régionales qui approchent, mais également de l'actualité liée à la défense. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Le Money Time, Alain Gournac, c'est une série de questions-réponses rapides, quelques phrases simplement pour répondre. Vous avez connu le RPR, l'UMP et maintenant les Républicains. Les noms changent, est-ce que les idées aussi ? J'espère que les idées évoluent. Moi, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai toujours été républicain, même quand j'étais RPR ou UMP. Les choses évoluent. Il y a eu beaucoup d'histoires à l'intérieur de ma famille et il était bon qu'on reparte sur un bon pied. La primaire pour les présidentielles aura lieu dans un an au sein de votre parti. Pour qui voterez-vous? Le savez-vous déjà? Entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire? Je suis favorable à celui qui va gagner. C'est comme ça que j'ai toujours joué. C'est Nicolas Sarkozy qui va gagner la primaire. Je ne dis pas qu'il va gagner la présidentielle. Vous dites la primaire. Bien. Mais la primaire, je reste persuadé que le score vous vérifierez, que le score de Nicolas Sarkozy sera autour de 54-55. Êtes-vous un fan de rugby? Allez-vous suivre la Coupe du Monde de rugby qui va se tenir en Angleterre? Non, j'admire beaucoup. Je trouve ça un peu brusque de temps en temps, mais je ne suis pas rugby, je suis football. Vous supportez qui au football alors? Paris Saint-Germain, en tant qu'Yvelinois, vous êtes obligé. Bien sûr. D'après un sondage OpinionWay, 2/3 des Français se disent ouverts à une réforme du droit du travail permettant de moduler la durée du travail par des négociations de branches ou d'entreprises. Vous partagez ce point de vue? Absolument, j'ai combattu les 35 heures. J'étais celui qui a combattu les 45 heures, nuit et jour au Sénat. Et je suis tout à fait d'accord pour qu'on revienne sur cette mauvaise idée. Donner la liberté. Maintenant, si quelqu'un veut faire 32 heures, je suis pour. 30 heures, je suis pour. Mais laissez les gens choisir. Il y a des jeunes qui veulent démarrer dans la vie. Je l'ai fait. Moi, j'ai été 10 ans dans le cinéma, dans le début de ma carrière. Je faisais le métier que votre collègue est là, est vous réalisiez, puisque j'étais preneur de son. Et je vais vous dire, liberté du travail. Arrêtez ce carcan. Alain Gournac, vous n'avez ni Twitter ni Facebook, vous avez en revanche un site internet personnel qui a un style, on va dire, un peu dépassé, un peu ancien. Pourquoi cette présence à minima sur le web? L'homme que je suis
paraît vouloir se montrer et c'est le contraire de ce que je suis. Alors, bien sûr que je pourrais le faire. Le contact oui, mais humain. Je préfère le contact humain, je préfère rencontrer les gens, je préfère répondre. Écoutez, j'ai mon anniversaire, c'était hier, il y a 82 Alpicois qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Eh bien, je parle, comment ça va, les difficultés, comment vous voyez les choses, ce qui me permet de pouvoir vous répondre avec un peu de vérité. De par vos fonctions parlementaires, il vous arrive parfois d'accompagner François Hollande lors de voyages officiels. Quel est votre meilleur souvenir partagé avec le chef de l'État ? Le meilleur souvenir partagé avec le chef de l'État, je l'ai accompagné, je vais le faire d'ailleurs prochainement, c'est vraiment un souvenir que je n'oublierai jamais. Le président de la République plante un arbre et on lui met devant lui un arrosoir. Il prend l'arrosoir par la paume et il s'arrose à peu près du haut du pantalon jusqu'à ses chaussures. Donc ça, c'est assez rare et je l'ai vécu. L'hebdo politique. Pour ce premier thème de l'hebdo politique, nous allons parler maintenant de l'actualité de votre parti, les Républicains, et des élections régionales. Votre candidate en Ile-de-France, c'est Valérie Pécresse, implantée également dans les Yvelines comme vous. Il y a quelques jours, Valérie Pécresse a reconnu sur un plateau de télé que son parti était macho comme tous les autres partis politiques. Vous qui êtes au sein du Sénat, vice-président de la délégation aux droits des femmes, partagez-vous ce point de vue ? J'en suis le premier vice-président et je me bats énormément. D'ailleurs, j'ai donné un message important en transmettant la mairie du PEC à une femme. C'est vrai que dans cette affaire, quand on veut favoriser les femmes, on avance et on recule. On avance, il y a des gains et puis tout d'un coup. Oui, les partis politiques sont encore machos, le mien aussi. Et plus que les autres ou de façon égale, on va dire ? Non, pas plus que les autres. Non. Sarkozy est pas macho, hein. Mais comment dirais-je, j'ai encore, oh là là, ça va être difficile de mettre des femmes dans mon équipe municipale, ça va être extrêmement compliqué. C'est faux. C'est une richesse d'avoir des femmes dans un conseil municipal. Ils ont des idées et puis ils sont pas comme les hommes béni oui devant le maire en disant le maire a dit vert et ben on va le faire en vert. Les femmes ils vont dire ben non monsieur le maire c'est pas une bonne chose, il faudrait mieux le faire en bleu. En fait-on assez aujourd'hui pour combattre selon vous la sous-représentation des femmes en politique ? Quelles mesures on pourrait mettre en place par exemple simplement ? Pas assez. Alors moi j'étais contre les quotas, mais d'un autre côté ça n'avançait pas. Donc je me suis résolu à accepter les quotas. Non, il y a encore beaucoup à faire. Je vous dis, c'est un enrichissement. Je vois au Sénat, les femmes du Sénat, c'est un enrichissement. Et puis ils n'ont pas peur de prendre la parole, ils n'ont pas peur de défendre leur position. Et c'est vraiment une richesse. À un peu moins de 3 mois maintenant des élections régionales, est-ce que vous êtes optimiste pour la région Île-de-France et pour Valérie Pécresse ? Est-ce que la région va basculer selon vous ? Alors je suis très optimiste. Attendez, pour la région Île-de-France, parce que comment dirais-je, je crois qu'on va un peu vite dans d'autres régions de France, quand j'étudie les choses, puisque je suis allé faire de nombreuses réunions dans le Var, et j'ai été encore, je suis rentré hier soir, et je pense que les choses sont différentes. Valérie Pécresse est adaptée. Valérie Pécresse, vous la voyez sur les quais de gare, vous la voyez chez les commerçants, vous la voyez sur la place du marché. Et c'est une fille qui se construit en contactant les gens, en ayant le contact avec les gens pour essayer d'y répondre. Et moi j'en ai marre que le conseil régional serve d'abord l'autre côté de Paris plutôt que l'ouest parisien. Vous entendez quoi par là ? Eh bien parce qu'on donne des avantages, parce qu'on dit que ces communes sont des communes en difficulté, et on nous retire des possibilités de faire évoluer notre beau coin des Yvelines. Alors le dernier sondage BVA, le plus récent, donne Valérie Pécresse et Claude Barthelone au coude à coude au second tour des régionales avec 41%. On a l'impression que la gauche revient, enfin il y a de l'espoir pour la gauche, l'espoir renaît chez eux avec la candidature de Claude Barthelone. Oui, parce que nous on a fait tout notre calcul, toute cette campagne était préparée pour combattre un type que j'aime beaucoup d'ailleurs, l'ancien président Jean-Paul Huchon. Et si vous voulez, notre axe de campagne était vraiment pour le candidat sortant, que je respecte, je le répète, mais qui, pour moi, a mal accepté pourtant ancien élu des Yvelines, a mal accepté d'écouter les parlementaires des Yvelines et les décideurs des Yvelines. Et là, on a un autre homme, c'est un homme qui va faire de la politique. Il va vendre le Parti Socialiste. Valérie Pécresse, elle ne vend pas l'UMP, parce que si elle vend que l'UMP, elle ne gagnera pas. Et la droite doit-elle s'inquiéter du
de l'écart qui se réduit entre Non, les deux c'est candidats? une bonne chose parce que vous n'avez pas ce sondage, mais on est parti sur un sondage qui favorisait le candidat socialiste. Donc c'est quelque chose. Moi, je le crois. Voyez-vous, bon, j'ai pas fait d'études là-dessus. Hein. J'ai quand même dit à une télévision que 56% des Français seraient pour l'intervention en Syrie. C'est 56,2. Hein. Bon, c'est pas On mal. en parlera tout à l'heure, oui. Oui, bon, je vous le dis quand même, parce que j'y pense à cet instant. Non, pour Valérie Pécresse, elle doit continuer sur cette voie. Alors on a aussi rectifié certaines choses dans la campagne qui ne correspondaient pas à la personne qui est là en face d'elle. Justement, quel regard vous portez sur le début de campagne de Valérie Pécresse? Elle est rentrée très tôt dans la bataille avec un site internet très bien fourni, avec des clips vidéo, avec beaucoup de pics dans les médias envers le Parti Socialiste. Est-ce que finalement, elle ne s'est pas un peu lancée trop tôt et elle risque pas de s'essouffler? Un petit peu tôt, je lui ai dit. Bonne critique, je l'aime beaucoup, je l'aide, je ferai tout pour elle. Mais c'est vrai qu'après, il y a une espèce d'usure quand vous démarrez trop tôt. Il y a une espèce d'usure. Elle l'a déjà dit, mais ça on l'a déjà vu, mais ça elle l'a déjà fait. Donc c'est vrai qu'il y a elle l'accepte d'ailleurs. Et elle le reconnaît? Oui, elle le reconnaît. C'est une fille très intelligente, extrêmement intelligente, qui était une très bonne ministre. Je trouve qu'elle fait maintenant. Vous savez, moi je suis sévère. J'adore Valérie. C'est pas parce que quand je la rencontre, je lui dis oh, tu fais tout bien, c'est sensationnel. Parce que je veux, c'est qu'elle gagne. Et oui, je pense sincèrement, je vous dis, qu'elle a la possibilité de gagner. La région Île-de-France est à gauche depuis 1998. Quels sont les sujets importants de cette campagne selon vous? L'emploi, les transports? Ce sont les deux points en tout cas mis en avant par Valérie Pécresse. Il faut être franc. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, vous me disiez, elle est Maréto. Elle est très transport. Et c'est important pour vous également? Oui, mais je crois que c'est pas tout. Il y a la qualité de la vie. Et je pense que moi, si j'avais été le candidat, je serais parti beaucoup plus les transports dans la qualité de la vie de tous les jours. Les Français, ils viennent dans les Yvelines. Souvent, c'est plus cher au niveau des achats. Ils viennent chercher une qualité de vie. Et je pense que, vous allez voir d'ailleurs, il faudrait la même chose pour l'ensemble de la région. Mais oui, mais pour l'ensemble de la région parisienne, c'est la région capitale. Vous croyez que ce qui a marché dans les Yvelines pourrait marcher dans l'ensemble de la région? Je crois qu'il faut l'adapter parce qu'il n'y a pas les mêmes ressentis si vous êtes dans le 91, pas dans le 92, parce que je dirais que ça va bien, les thèmes vont bien. Mais le 91, le 93, le 9-3... En gros, tous les territoires qui sont ancrés historiquement à gauche, voilà. Ça va pas forcément bien. Voilà, il faut s'adapter à ce que le ressenti des gens, le ressenti des habitants. Alors le duel en Ile-de-France devrait se réduire à un habituel affrontement PS droite dite républicaine. Ça ne sera pas le cas dans toutes les régions. Le Front National pourrait remporter la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ou la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelle stratégie votre parti doit-il employer si le FN est en passe de l'emporter au soir du premier tour? Est-ce que vous êtes aussi, comme Nicolas Sarkozy, un partisan du ni PS ni FN? Moi, je dis la vérité, le PS, vous voyez, écoutez, j'ai pas besoin de le dire, regardez ce qu'ils font. Le président de la République soutenait les Allemands aujourd'hui, pour les quotas, et les Allemands, ils vont fermer les frontières. Comment il va faire? Il va dire, comme les Allemands ferment les frontières, on va fermer les nôtres. Donc moi, Quel rapport pour les élections régionales? Pourquoi? Parce que le candidat, écoutez-moi bien, le candidat qui est contre Valérie Pécresse fait de la politique nationale. Il avait complètement oublié qu'il y avait des forêts. Et il y a beaucoup de forêts, vous savez, beaucoup d'espaces verts, il y a même des champs. Et quand il s'est lancé, il a complètement oublié toute cette approche, agriculture, Donc ni PS ni FN pour vous? Ni PS ni FN. Alors, attendez, il y a quand même une marge, entre PS et FN, jamais. Donc s'il y a un FN, jamais. Évoquons la question des réfugiés maintenant, une question qui préoccupe l'ensemble des partis politiques. Les ténors de votre parti semblent plutôt divisés sur la question entre les tenants d'une ligne assez dure à l'image de Nicolas Sarkozy et ceux plus ouverts comme Valérie Pécresse, François Fillon. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que déjà accueillir 24 000 réfugiés sur 2 ans, c'est un bon chiffre, c'est suffisant? Comment vous voyez les choses? Un mensonge français. C'est 24 000 dans la première arrivée. Mais on est déjà en train de parler de la suite. Parce que vous avez une aspiration. Quand vous acceptez 24 000 personnes sur votre territoire, il y a papa, maman, la bonne et moi qui arrivent derrière. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Moi, je suis pour que l'on accueille,
mais que l'on prévoit de faire repartir quand on aura réussi à retrouver la paix et la tranquillité dans ces pays. Ça sert à rien. Et la première chose, en tout cas pour vous, c'est d'accueillir. Mais bien sûr, faut accueillir. Attendez, vous voulez que les petites filles se fassent violer par Daesh, vous voulez que, comment dirais-je, les femmes soient des instruments. Alors tout à l'heure on en parlait. Non, parce qu'à écouter certains membres de votre parti, c'était pas forcément évident. Mais attendez, on a pu douter parfois. Moi je vais vous dire quelque chose. Moi je ne mets pas ça comme critique, je mets ça comme richesse. Il y a des gens tout à fait différents à l'intérieur de nous. Je partage pas ça, je suis gaulliste. Bon, je partage pas ça, mais je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un débat interne. Moi, j'ai vu trop, alors peut-être pas le RPR, mais l'UDR d'époque, c'était, allez, 1, 2, tout le monde est sur cette position. Et ce débat me gêne pas, et j'en ai discuté avec Nicolas Sarkozy, ne le gêne pas du tout, pas du tout. Cette semaine, les 28 ministres de l'Intérieur se sont retrouvés à Bruxelles pour évoquer la question des migrants. Êtes-vous favorable à une répartition entre les pays ou faut-il leur laisser le choix ? Faut-il imposer aux pays européens des quotas de réfugiés ou alors chacun libre de faire ce qu'il veut ? C'est un peu le problème des femmes que nous avons évoqué il y a un instant. Si on ne sait pas, il va dire non, c'est l'autre qui va le faire, ainsi de suite. Puisque les Allemands maintenant s'aperçoivent, comme ils ont un rush qui arrive du côté de l'Autriche. Et de la Hongrie, parce que c'est pas encore fait la protection, c'est pas terminé. Moi je dis oui, il faut quand même qu'on essaie de se répartir. Et puis si on pouvait trouver des chrétiens qui sont quand même, la France c'est quand même. Vous voulez dire favoriser les réfugiés chrétiens, l'accueil de réfugiés chrétiens ? Parce que c'est notre culture. Attendez, je vais pas à la messe tous les dimanches, mais je vais vous dire. Vous pensez que face à la misère, face au viol, vous parliez de petites filles qui pourraient se faire violer par Daesh ? Je dis aussi que ces petites filles soient musulmanes ou chrétiennes. Il faut que les gens se sentent bien. Si c'est pour que ce soit une sinécure de vivre chez nous, parce qu'on a d'autres coutumes, d'autres organisations de la vie, oui, je dis que c'est pas mal d'essayer de rendre les gens heureux. Vous savez, le bonheur, ça permet de régler beaucoup de choses. Vous pensez que des musulmans qui viennent de Syrie ou d'Irak pourraient pas être forcément heureux en France ? J'ai bien peur que non, parce que... Mais attendez, c'est pas une critique. Ils ont des habitudes, ils ont des coutumes, ils ont une organisation de vie. Et ils vont se retrouver avec un pays qui est notre organisation. Parce que moi, je vais faire une proposition en ce qui concerne les élections présidentielles, je vous le dis. Je souhaite qu'on puisse aussi demander à ceux qui vont devenir français de respecter nos coutumes, de respecter nos habitudes. Parce que je pense que moi, quand je vais dans un pays étranger, je respecte totalement leurs coutumes. On parlait de bonheur, mais aujourd'hui les musulmans français semblent heureux en France. Oh, ils sont pas malheureux. Voilà. Et puis il y a des bons musulmans. Attention, moi je fais attention à ça aussi. Un musulman, ça y est, c'est affreux, c'est le gars qui va nous mettre une bombe. Mais il y en a des centaines, des milliers et plusieurs centaines de milliers qui sont tout à fait adaptés. Ils aiment l'Algérie. Moi j'aime l'Étang-la-Ville, je suis né à l'Étang-la-Ville. Bon, c'est un petit village tout petit. Mais ils aiment l'Algérie, ils aiment la Tunisie, ils aiment le Maroc, mais ils aiment aussi la France. Et moi, Alors moi, il y avait surtout des Marocains. Ils disaient, c'est ma deuxième partie, monsieur. Justement, si vous étiez maire du PEC, est-ce que vous seriez proposé pour l'accueil de réfugiés ? On l'a fait, on l'a fait dans d'autres occasions. Rétablir les frontières comme le font l'Allemagne et l'Autriche en ce moment, est-ce que c'est une mesure que l'on pourrait envisager en France ? Ça a été fait d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy. Oui, mais difficile à faire. Récemment, entre la France et l'Italie. Les CRS tous les 100 mètres dans la montagne. Bon, non, moi ce que je vous dis, oui, il faut quand même mieux contrôler nos frontières pour mieux accueillir et rendre plus heureux ceux qui vont venir. Pour un grand nombre, pas définitivement, parce qu'ils sont appelés à revenir dans leur pays pour retrouver leur pays, parce qu'ils aiment leur pays, et pour ceux qui resteraient d'une façon définitive et qui pourraient trouver ici une issue. Mais je rappelle quand même que beaucoup de jeunes sont en train de chercher des logements et n'en trouvent pas. Donc il faut aussi trouver un équilibre entre ceux qui, à l'intérieur de nous, souhaitent prendre leur liberté, pas rester chez papa, maman, et accueillir les autres. Tout ça, c'est un juste équilibre, et la politique, c'est un équilibre précaire. Alain Gournac, c'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de défense. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Alain Gournac, sénateur Les Républicains des Yvelines. Nous allons parler maintenant de défense dans cette émission réalisée à l'Université d'été de la Défense à Strasbourg, avec une première question qui est au cœur du débat en ce moment. Faut-il ou non intervenir en Syrie pour stopper Daesh ? L'armée française a déjà effectué des vols de reconnaissance avant sûrement des frappes contre le groupe terroriste. Est-ce que vous saluez cette décision de François Hollande ou alors vous regrettez encore le temps perdu ? Tardive.
J'y vais pas. J'avance et je recule. Je vais y aller, attention, je vais y aller. Je n'y vais pas. Bon, attention, on va pas laisser massacrer les gens comme ils sont massacrés. Oui, il faut frapper Daesh. Est-ce qu'il faut intervenir au sol aussi? Non, des troupes oui, je vais vous expliquer tout. Allez-y. Il faut encadrer des forces des pays concernés. On a tout à fait ça. On a des services spéciaux chez nous. Envoyer des spécialistes. Voilà, des spécialistes pour les organiser. Mais maintenant au sol, attendez, on peut pas se mettre partout. D'ailleurs, on n'y arriverait pas. Et s'il y a une coalition internationale qui se forme avec peut-être les États-Unis, quelques pays de la région, est-ce que la France pourrait au sol intervenir avec eux? Moi, je dis oui pour des conseillers, oui pour un travail. C'est le point de vue de Gérard Larcher d'ailleurs, oui, président du Sénat. Oui, pour les renseignements. Oui pour le renseignement, oui pour guider un peu ces troupes, mais certainement. Alors, je ne dis pas qu'il faut que personne soit là. D'ailleurs, je vais vous dire un secret, il y en a déjà. Bon, alors. Vous voulez dire des militaires français? Oui, il y en a déjà. Alors donc, bon. Donc il y en a déjà finalement, comme il y a déjà des militaires russes par exemple, voilà. Il y a aussi des militaires français occidentaux. Les Russes s'intéressent beaucoup ces derniers jours à la situation. Oui. Comme nous Français finalement, comme nous Occidentaux. Mais oui, comment dire, on ne peut pas laisser, il est impossible pour nous de laisser ce carnage. Et aussi détruire tout le passé et toute l'histoire de ces pays. En faisant sauter Vous pensez Palmyre, aux cités comme Palmyre, voilà. Palmyre, c'est absolument scandaleux. Les Français semblent en tout cas de plus en plus favorables à une intervention en Syrie. Dans le cadre d'une coalition internationale, selon un sondage IFOP, ils sont 56% pour. Ce chiffre atteint 64% dans votre famille politique. L'opinion, quand on s'engage militairement, est-ce que ça compte pour un chef de l'État, pour un gouvernement, ou alors il faut passer outre? Je ne sais pas du tout, parce que le président de la République m'étonne. Il fait des choses en pensant que ça va lui rapporter, puis je ne vois pas les sondages. Vous pensez que c'est un calcul politique ce qu'il a annoncé? Je suis désolé de ça. Il n'y a pas la volonté. Vous savez, je suis gaulliste, j'ai le respect du président de la République. Ok, je pense qu'autour de lui, on dit tu devrais faire ça parce que ça va te permettre de. Ça, c'est pas bon. Il faut aimer la France, servir la France et décider des choses qui sont bonnes pour notre pays. C'était le cas, par exemple, pour Nicolas Sarkozy quand il est intervenu en Libye. Il a fait ça aussi pour l'opinion, vous pensez? C'est un peu. Attendez, si vous voulez me dire que quand on était au pouvoir, on a tout fait bien, faut interviewer quelqu'un d'autre que moi. Hein. Bon. La question, c'était par rapport à l'intervention en Libye. Est-ce que Nicolas Sarkozy, lui aussi, avait... Non, alors, moitié-moitié. Mais là, il va tellement mal, les sondages vont tellement mal du côté du président de la République que... il est prêt à tout, finalement, même à... Je sais pas, vous voyez bien. Alors c'est une offensive militaire pour remonter dans les sondages. C'est-à-dire de dire, il y a des gens malheureux là-bas, alors je vais aller les sauver, quoi. Et vous partagez pas ça? Tout le monde partage ça. Moi, je vais pas dire que je suis contre, mais globalement, j'y vais pas. Il y a longtemps on devrait frapper, surtout que, comment je vais dire ça, parce que il faut frapper on sait des choses là-bas. Il faut frapper qui nous permettraient ou aussi les forces de Bachar el-Assad. N'importe comment de Bachar el-Assad, il faudra bien le mettre de côté. Et les Russes ont bien tort de ne pas nous écouter là-dessus. C'est l'intérêt également des Russes. Il ne faut pas négocier non plus avec Bachar el-Assad? Mais il a tué combien de sa population, cher ami? Il a tué combien de sa population? Il a été envoyé, il n'avait plus de bombes, il envoyait des barils. Des barils de TNT sur leurs civils. Bachar el-Assad est un sanguinaire. Il faut absolument qu'il quitte. Mais faire attention, on a fait partir Kadhafi et on a vu ce qui se passait ensuite. Justement, c'était ma question. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en Libye, le scénario libyen où finalement on est intervenu, on a renversé Kadhafi, et on voit l'état du pays aujourd'hui, est-ce que ça trotte dans la tête de François Hollande, ça vous pensez? Oui, et je pense que ça l'a amené à réfléchir, ce que je comprends tout à fait. Ça l'a amené à réfléchir parce qu'il y a le service après. C'est bien beau de dire vous faites partir le chef et vous détruisez, mais il faut réorganiser le pays après pour justement que les populations qui viennent chez nous, il y a 1000 Libyens qui sont prêts à venir chez nous. 1000, il y en a 1000. J'ai appris ça ce matin. Bon. Et donc il faut aussi prévoir l'après, la frappe, oui, mais l'après. La France intervient dans de nombreux pays, Mali, Centrafrique, Irak, Liban et maintenant bientôt la Syrie. A-t-on, selon vous, aujourd'hui les moyens de faire face à toutes ces situations? D'autant plus qu'il y a 7000 hommes français qui sont déployés sur le territoire. Avec Vigipirate, c'est un problème terrible parce que on a au bord de la rupture, selon vous? On est limite là. Là, on est limite. Alors attention, pas seulement en hommes.
mais en matériel. Parce que nous utilisons du matériel qui s'abîme et qui s'use prématurément dans les sables, dans des conditions de chaleur, dans des conditions difficiles. Et donc, il est vrai que nous devons nous poser des questions. Moi, je suis pour qu'on se donne les moyens d'avoir une armée capable de défendre l'intérieur du pays et intervenir quand les Français le souhaitent. Jean-Pierre Raffarin, président de la Commission des Affaires étrangères, a indiqué dans une interview au Figaro que l'effort de la France en matière de défense n'est pas suffisant par rapport aux menaces auxquelles nous sommes exposés, et ce, alors que François Hollande a accordé une rallonge au C'est budget mon patron, je ne vais militaire pas dire du mal de de la lui. défense de Mais 3,8 Jean-Pierre milliards Raffarin d'euros. a tout Vous êtes à fait d'accord avec raison. lui? Mais tout à fait. Il faut se donner les moyens, je suis désolé. Il y a des lignes. Augmenter le budget encore de la défense? Absolument. On l'a augmenté, Bercy ne souhaite qu'une chose, c'est nous reprendre l'argent. Tous les jours. Donc moi je dis qu'il faut absolument qu'on se donne les moyens à la fois de protéger le pays à l'intérieur, peut-être à réorganiser Vigipirate, hein. Peut-être Moins d'hommes pour Vigipirate peut-être? peut-être une autre stratégie qui est envisageable. Mais globalement, si nous voulons être le pays des droits de l'homme, comme nous l'avons toujours été, et aider ces pays, ces populations qui sont en grande difficulté, oui, on est à la rupture. Le budget de l'armée, aujourd'hui, c'est 31,4 milliards d'euros. Oui, grâce à nous. Parce en termes que de sinon, quel serait c'était pas un 31,4. Hein. Un bon chiffre pour l'armée française, un chiffre idéal? Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec les menaces qui sont, c'est tout de suite 5 milliards de plus. 5 milliards de plus, même si aujourd'hui on cherche à faire des économies. Oui, mais attendez, vous dites que c'est la sécurité de notre pays. Alors d'accord, je suis vous d'accord. voudriez sortir les chiffres de la défense du déficit, par exemple, public? Comment dirais-je, il faudrait qu'on trouve absolument une solution pour que, n'importe qu'il faut retrouver la croissance aussi chez nous. Parce que si on retrouve la croissance, ça va nous permettre de pouvoir mieux le faire. Oui, moi je dis que, bon alors peut-être que Jean-Pierre pense que c'est plus... Jean-Pierre Raffarin. Oui, Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre Raffarin pense que c'est plus. Je pense que déjà si on avait cette respiration à 37, 38... C'est bon pour le moral aussi, ça? Oui, parce que les militaires, moi je vais les voir sur tous les théâtres d'opération dans le monde où je vais, et ils ont besoin absolument de sentir que la France que les Français sont derrière eux. Quand on parle de budget, on pense forcément au mot mutualisation, et là revient forcément le débat autour de l'Europe de la défense. Est-ce que ce vieux rêve de l'Europe de la défense, est-ce qu'il est mort aujourd'hui? Est-ce qu'il a encore un sens? Je ne sais pas s'il est mort, mais c'est une grande déception. Ça fait longtemps que ça a été lancé, en 1998. Oui, 98. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Presque 20 ans plus tard. Alors oui, il y a ils sont là d'ailleurs, les Allemands. Alors, mais je ne sais pas trop comment on s'en sert, quoi. Est-ce que c'est ça la solution finalement? C'est l'Europe de la défense? Oui, moi je pense. Quand on voit les problèmes des armées continentales. On pourrait très très bien être complémentaires à travers l'Europe pour donner des réponses à ce genre de questions quand des populations sont en danger, oui. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'Europe de la défense selon vous? Je crois qu'il n'y a pas une envie forte de nos amis allemands. Vous pensez qu'il y a une envie française mais pas forcément allemande? Moi je crois. Et ça peut passer que par le couple franco-allemand, l'Europe de la défense, selon vous? Écoutez, moi je pars en Allemagne, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. C'est exactement ce que je vais dire à nos amis parlementaires, puisque je fais de la diplomatie parlementaire, pour leur dire il faut absolument qu'on sente qu'on est revenus ensemble et qu'on est fort ensemble pour emmener l'Europe. Parce que si la France réussit à faire ça avec l'Allemagne, ça emmènera l'Europe vers le haut et permettra de faire beaucoup de choses. Un mot pour terminer sur la vente de Rafale à l'étranger. La France a vendu pour la première fois cette année de son histoire ses avions de combat à des pays étrangers, au Qatar, l'Inde et à l'Égypte. Bonne nouvelle pour la France et bonne nouvelle pour François Hollande. Et non, bonne nouvelle pour le ministre de la Défense nationale, qui est un excellent ministre de la Défense nationale. Il viendra parler d'ailleurs, je crois, ce soir, après notre travail. Et Le Drian a fait un boulot formidable. Vous voyez, je suis pas de gauche, hein, mais je vous dis qu'on a un ministre de la Défense. Bah oui, mais moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Et il a fait un boulot formidable, à la fois pour ça et peut-être aussi pour pouvoir placer dans d'autres pays les BPC, les bateaux qui avaient été commandés par la Russie. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.
C'est la fin de cet hebdo politique, le premier de cette nouvelle saison. Merci Alain Gournac d'avoir répondu à nos questions pendant cette université d'été de la Défense à Strasbourg. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous à l'écoute de Sensation et à dimanche prochain, 18h. Bonne soirée. L'hebdo politique sur Sensation.